bonsoir ou bonjour en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous culturel en ligne autour de l'histoire de l'art et organisé en partenariat avec le comité d'entreprise de la RATP. Alors, je suis Angela Louis, coordinatrice culturelle à l'Alliance française de Paris. Et à mes côtés, Patricia Guérin, responsable du Centre culturel Auguste Dobel à Paris. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Et Guillaume Peigné, votre conférencier ce soir. Alors ce soir, vous êtes très très nombreux. Merci beaucoup, vous êtes plus de 150 et vous nous écoutez, nous regardez depuis la France, mais pas seulement, depuis l'Italie, la Grèce, la Chine, le Canada, le Brésil, bref, un peu partout dans le monde. Donc ça fait très plaisir et ça fait chaud au cœur de voir toute cette communauté connectée. Donc merci beaucoup pour votre participation. Alors, avant de passer la parole à Patricia, quelques informations concernant Zoom. Donc, à droite de votre écran, vous avez le chat pour dire bonjour, pour interagir, partager vos réactions. Et puis, si vous avez des petits problèmes techniques, n'hésitez pas à nous mettre les messages dans le chat. Si vous avez des questions à poser à notre conférencier, n'hésitez pas. Vous avez un espace, un onglet spécifique pour poser toutes vos questions. Ça se trouve en bas au milieu de votre écran. Et il y aura deux moments d'échange au milieu de la conférence et à la fin de la conférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et tout au long de la conférence. Et enfin, nous allons vous partager tout de suite dans le chat un lien vers un document qui s'appelle une fiche de vocabulaire pour permettre aux personnes qui apprennent le français, qui sont très nombreuses ce soir à nous suivre, de vous accompagner dans l'apprentissage de la langue française et vous accompagner dans la découverte culturelle en français. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne conférence et Patricia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue donc à tous les étudiants de l'Alliance française, aux agents RATP et à leurs familles, et à toutes et tous en général pour cette soirée consacrée à Notre-Dame de Paris, un des monuments de la capitale les plus visités et les plus emblématiques. L'organisation de cette conférence est le fruit donc d'une collaboration entre le comité d'entreprise de la RATP et l'Alliance française de Paris. Donc, la conférence sera menée par Guillaume Peigné, dont voici quelques mots sur son parcours. Donc, Guillaume, vous avez tout d'abord travaillé en tant que guide au célèbre château de Chambord durant de nombreuses années. Vous avez ensuite enseigné l'histoire de l'art à l'université Paris 4 Sorbonne. Vous avez proposé plusieurs programmes pour des universités américaines, puis pour l'École du Louvre, et Drouot Formation, une institution pour laquelle vous continuez de travailler. Vous collaborez aussi étroitement avec le comité d'entreprise de la RATP, puisque vous proposez depuis maintenant longtemps des visites guidées dans les musées, ainsi que des conférences d'histoire de l'art qui ont lieu les samedis au Centre culturel Auguste Dobel, pour le plus grand plaisir des agents qui sont de plus en plus nombreux à vous suivre. Alors, par ailleurs, vous avez consacré votre doctorat à la sculpture française du XIXe siècle et votre activité de chercheur et de conférencier se concentre désormais sur l'art occidental de la Renaissance à la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous sommes très heureux de vous écouter ce soir, Guillaume, et de vous entendre sur ce sujet, donc Notre-Dame, qui fera référence évidemment au passé, mais qui nous parlera aussi de l'actualité, je pense bien sûr au terrible incendie d'avril 2019. Donc, chers auditeurs, vous aurez bien sûr l'occasion, comme vous l'a dit Angela, de poser vos questions, alors n'hésitez pas. Il ne me reste plus qu'à vous laisser la parole, Guillaume, et merci beaucoup. Très bonne conférence et à tout de suite, à tout à l'heure. Merci Patricia, bonjour à toutes et à tous.
Enfin, bonsoir, mais je ne sais pas, selon votre lieu de résidence, il fait peut-être encore jour chez vous. Et malheureusement, il fait déjà nuit à Paris depuis quelques minutes, même presque une heure. On va donc parler de Notre-Dame et surtout, en fait, d'une sorte d'histoire un peu parallèle de Notre-Dame de Paris. Je vais donc partager dès maintenant l'écran. Voilà. Hop. Voilà, l'image va apparaître sous vos yeux. Donc, on va aborder une histoire de Notre-Dame un peu originale, bien sûr, qui est liée au contexte. Voilà, normalement, vous devez avoir l'écran. Je vais l'agrandir. Hop. Au contexte actuel. Alors, c'est finalement une actualité qui ne s'arrête jamais, puisqu'on en parle encore de Notre-Dame. Et tant que la reconstruction ne sera pas terminée, je pense que finalement, le monument restera dans l'actualité. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les destructions et restaurations de Notre-Dame de Paris, avec ici une photo personnelle, mais Dieu sait qu'il y en a beaucoup semblables, du moment où on a cherché à éteindre l'incendie qui s'est déclaré sur le toit il y a plus d'un an maintenant, ce terrible mois d'avril. C'est finalement un événement qui a été très médiatisé, mais si on prend l'histoire de l'Église, qui est finalement sans grande importance par rapport à l'histoire de ce monument, c'est juste une petite destruction de plus. Ça va vous paraître étonnant ce que je vous dis, mais c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et le problème, je crois, c'est que la société ultramédiatique dans laquelle nous sommes nous a voulu évidemment faire de la destruction du toit de Notre-Dame un événement beaucoup plus incroyable qu'il ne l'est par rapport à l'histoire du monument. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. C'est pourquoi finalement l'histoire d'une cathédrale, c'est des constructions, c'est une construction, mais aussi des destructions et des restaurations. C'est ce qui a marqué Notre-Dame de Paris comme d'autres monuments. Alors, ce que je vais vous montrer d'abord, donc on ne va pas parler de la construction de l'église, parce qu'il faudrait faire une conférence dessus, sachant quand même donc, que l'église, on a mis 100 ans pour la construire, entre 1160 et 1250 environ. On était en plein milieu du Moyen-Âge, en fait, et à un moment où Paris et la France étaient quand même un pays d'une grande puissance, si vous voulez. Et cette cathédrale, ensuite, on n'a jamais cessé de l'enrichir, de lui apporter des décorations. Et autant le bâtiment a été terminé en 100 ans, mais la construction de Notre-Dame, si on prend aussi la décoration intérieure, elle a duré au moins pendant 4 siècles. Elle a duré presque 400 ans. Je pense notamment aux vitraux, je pense aux statues qui ont décoré aussi l'édifice. Alors, je prends l'exemple justement de ces statues qui sont des statues qui ont disparu. À l'entrée de l'église Notre-Dame, on avait une voilà, excusez-moi. Voilà, on avait une grande statue équestre, c'est celle de gauche, du roi Philippe le Bel. Philippe le Bel a été un roi important au Moyen Âge. Au début du XIVe siècle, il est marquant pour certaines décisions politiques. Et en hommage à son règne, vous voyez, on a installé une statue équestre de grande dimension qui fait partie des choses disparues de Notre-Dame. Cette statue, elle a été détruite au XVIIIe siècle. Le Saint-Christophe, je crois que j'ai une autre image, mais je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas avancer. Attendez. Voilà. Voilà, donc je vous remontre les deux mêmes statues. Donc les deux images qui sont là sont des dessins d'après les statues qui sont faits par Viollet-le-Duc. Vous avez son nom en haut dans la légende. On va beaucoup reparler de cet homme que je pense vous connaissez, puisque c'est lui qui a fait la dernière restauration de Notre-Dame. Mais voilà d'autres images qui ont servi à Viollet-le-Duc pour recomposer en fait ces statues disparues. Donc, vous voyez la statue à gauche, c'est cette statue donc, de Saint-Christophe. Saint-Christophe, qui est au milieu, qui est à l'entrée à droite de l'église, c'est ce saint qui a porté le petit Jésus que vous voyez sur son épaule. Et c'était une statue colossale qui faisait plus de 2 mètres de haut, statue qui a été détruite en 1786.
Donc, on est à un moment de difficulté pour l'église Notre-Dame, c'est tout le XVIIIe siècle en fait. Et contrairement à ce qu'on parfois entend, finalement, quand on regarde bien les destructions de Notre-Dame, elles se sont étalées sur tout le XVIIIe siècle. Elles ne sont pas dues qu'à la Révolution française. Mais il y a des historiens royalistes en France qui existent encore, qui sont aussi souvent d'ailleurs à la télévision. Je pense à Laurent Deutsch ou Stéphane Bern, qui continuent de garder cette idée que, en fait, la grande destruction de Notre-Dame, c'est passé à la Révolution, c'est pas vrai. La Révolution n'a été que la dernière grande destruction. Alors pourquoi est-ce qu'on a détruit la statue de Saint-Christophe? Parce que elle était dangereuse. On avait peur que la statue, elle tombe. Vous imaginez quand même, on voit par rapport au dessin entier de l'église que c'était vraiment une statue très imposante. Donc c'est pour des raisons pratiques finalement qu'on a décidé de détruire cette grande statue. Et celle de droite, elle, en revanche, elle est détruite à la Révolution française. Et elle est détruite pour des raisons symboliques, puisque vous voyez la statue, elle était peinte. On voit sur le manteau du cheval et du roi qui est représenté en chevalier, que cette statue, en fait, était un symbole de la monarchie. Donc, on décide de la détruire en 1792. Et donc, les deux grandes statues de l'entrée de Notre-Dame sont des choses qui ont disparu et qu'on n'a jamais cherché à restaurer, qu'on n'a jamais cherché à refaire, sachant qu'on n'a plus les modèles des statues, mais on n'a pas cherché après à faire des statues de remplacement. C'est-à-dire qu'on aurait pu refaire un Saint-Christophe, le demander à un artiste du 19e siècle, ça n'a pas été fait. Dans l'intérieur de l'église, il y avait aussi tout un décor de peinture. Vous voyez ici avec une vue du XVIIe siècle qui vous montre comment les peintures étaient présentées dans l'église. Alors ces peintures sont des cadeaux qu'on offrait à l'église, qu'on offrait le 1er mai. Alors c'est une tradition qui va durer pendant environ 100 ans, entre l'époque de Louis XIII et de Louis XIV, donc en gros au XVIIe siècle. Le 1er mai était un jour où on offrait un tableau à l'église. Et ce tableau, il était offert par les orfèvres de Paris, qui travaillaient à côté de l'église Notre-Dame. Puisque s'il y en a qui connaissent l'île de la Cité, il y a un célèbre quai qui s'appelle le quai des Orfèvres. Les orfèvres, c'est les gens qui travaillent l'or et qui sont une communauté assez riche et qui donc offraient chaque année des tableaux. Tous ces tableaux, on les a enlevés. Alors là, on en a enlevé au XVIIIe siècle parce qu'on en avait trop, et on en a enlevé aussi à la Révolution. Et on les a replacés tardivement, mais jamais au même endroit. Si on devrait pouvoir retourner dans quelques temps à Notre-Dame, ils vont remettre les tableaux dans les chapelles qui sont sur les côtés. Donc, vous voyez, à chaque fois que des choses disparaissent, on n'a jamais refait pareil. On a toujours reconstruit ou remplacé les choses différemment. Ça, c'est un peu la tradition, finalement, de Notre-Dame. Là, vous avez l'organisation, vous voyez, de Notre-Dame en haut, avant le changement de place des tableaux. Et vous voyez tous ces tableaux qui sont placés. Alors, l'image du haut est intéressante. On a à nouveau le Saint-Christophe. Vous voyez, à gauche. L'image du bas aussi nous montre Saint-Christophe. Mais vous voyez, 10 ans plus tard, on a déjà enlevé l'accrochage de ces tableaux dans la partie centrale. Et là, il y a un autre élément aussi qu'on voit sur l'image du bas. C'est au fond de l'église, au milieu, vous avez ce qu'on a, la clôture, le mur qui est là, qui lui aussi a disparu, et dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Voici une reconstitution de Notre-Dame, toujours à cette époque, au XVIIIe siècle, par l'image du milieu. Donc ça, ce sont deux reconstitutions faites par informatique, et vous voyez comment on est passé, en fait, à droite, à une église très dépouillée au niveau de l'intérieur. On a enlevé beaucoup de choses. Donc, on a enlevé les tableaux,
Alors à gauche, je vous montre justement un des tableaux donc, offerts chaque année le 1er mai. À l'époque, on écrivait le mois de mai avec un Y. Mais ce tableau-là, alors c'est des grands tableaux, hein, les tableaux offerts le 1er mai sont des tableaux qui font environ 2 mètres de haut. Et donc celui de gauche est au Louvre. Donc il y en a au Louvre, il y en a dans d'autres musées d'ailleurs, pas uniquement à Paris, puisqu'il y avait tellement de beaux tableaux religieux qu'on en a donné à des musées ensuite, quand on les a tous enlevés. Et vous voyez donc sur l'image du milieu, il y a ce mur qui fait une séparation entre l'avant et l'arrière de l'église. Ce qui est derrière le mur, c'est ce qu'on appelle le chœur, là où on a les cérémonies. C'est le centre des religieux de l'église. Et vous voyez que ce mur a été enlevé et qu'en 1860, on a enlevé aussi tous les tableaux. Tout au bout de l'église, donc dans ce qu'on appelle le chœur, on avait donc en bas, vous voyez à nouveau le mur de clôture du chœur, comme on dit, le mur qui ferme en fait l'espace sacré de l'espace public. Et donc ce mur, vous le voyez placé ici avec derrière les chaises, ce qu'on appelle les stalles pour les religieux. Et au fond, vous avez l'autel. Alors l'autel, vous en avez ici plusieurs reconstitutions grâce aux différentes images ici. Vous avez la reconstitution à droite de Viollet-le-Duc, à nouveau. Et puis au centre, c'est une reconstitution informatique moderne. Donc, qui date des années 2000. Mais vous voyez que dans cet ensemble, on avait quelque chose de style très gothique, hein, qui était vraiment dans l'esprit et les formes de l'église en elle-même, hein, puisque l'autel datait, je crois, du 14 ou 15e siècle. Donc là aussi, il avait été installé après la construction du bâtiment, mais bon, il a été, lui, détruit à la Révolution, puisque il était, je dirais, un peu symbolique quand même de l'enlever. Et surtout parce qu'il y avait enfin voilà, il y avait des choix qui ont été faits au moment de la Révolution française. Et donc à côté, par contre, on a conservé donc ce qu'on appelle les stalles, les sièges pour les moines de Notre-Dame, qui sont toujours en place. Vous le voyez ici. Ça, c'est des stalles qui datent du XVIIIe siècle. Donc là aussi, on est dans quelque chose de très significatif. L'histoire de Notre-Dame, si on regarde, alors au XVIIIe siècle comme avant, c'est à chaque fois des remplacements de choses plus modernes. En gros, ici, j'ai pas mis la date, j'aurais dû mettre, mais ici, on est vers 1760. On est au XVIIIe siècle. Les stalles, d'ailleurs, sont dans le style qu'on dit rococo, donc elles sont plus du tout dans le style original du Moyen-Âge. Et donc, au XVIIIe siècle, on trouvait que les stalles étaient dans un style un peu trop ancien, elles n'étaient pas assez belles pour la cathédrale Notre-Dame, et finalement, on choisit d'en faire une commande nouvelle. Donc là, il n'y a pas destruction avant le changement. C'est un remplacement. Mais ça aussi, c'est typique d'un bâtiment comme Notre-Dame de Paris. On fait plus souvent appel finalement aux artistes modernes, contemporains, pour que l'Église en fait se rajeunisse en quelque sorte, se rajeunisse dans le style. Je crois que c'est ça qui est marquant. Autre exemple ici, avec ce qu'on appelle les tentures. Alors la tenture, c'est une tapisserie. C'est un terme pour un groupe de tapisseries. Et vous voyez ici une de ces tapisseries qui avait été commandée. Donc, on reprend juste l'image d'avant. En fait, les tapisseries étaient placées, vous voyez, au niveau des stalles, elles étaient placées au-dessus. Là, vous voyez très bien avec l'image de gauche, on a les stalles en bois pour les chaises, en gros, et puis donc l'ensemble des tapisseries qui faisaient comme un décor un peu de bande dessinée, puisqu'on avait une histoire de la Vierge Marie. C'est bien normal, puisque Notre-Dame, c'est l'église qui est consacrée à la Vierge Marie. Hein, c'est une église qui s'inscrit dans
la logique de la monarchie française, puisque la Vierge Marie, c'est la sainte qui protège la France. Comme dans d'autres pays, chaque pays a un saint. Les Anglais, c'est Saint Georges, et les Français, c'est Sainte Marie. Et là, on voit une des tapisseries qui étaient alors très très belles, qui ont été faites. C'est pas un peintre très connu, il faut être honnête, mais c'est un très beau peintre de l'époque Louis XIV. Il s'appelle Poherson. Et donc, vous voyez dans la légende à gauche que en fait, ces tapisseries, on les a commandées en 1657, mais en 1739, on les a revendues. Et on les a revendues à la cathédrale de Strasbourg. Chose assez incroyable que la cathédrale de Paris vende un superbe ensemble de tapisseries à la cathédrale de Strasbourg. Parce que là aussi, on voulait faire plus moderne. On trouvait que c'était plus au goût du jour, finalement, que ces tapisseries de style Louis XIV. Le jubilé de Notre-Dame de Paris que vous voyez là, c'est donc ce mur qui fermait l'espace du chœur et l'espace public. C'est le mur que je vous ai montré tout à l'heure sur les vues d'ensemble. Alors ce mur, lui aussi, il avait été refait, puisque vous voyez à droite, on a les restes du premier mur. Donc le mur de clôture, on appelle ça un jubé, vous avez le nom sur la légende en haut. Et donc le jubé est un mur qui sert aussi parfois comme une tribune pour les prêtres, pour faire la messe, pour faire les discours religieux. Et donc là aussi, ce jubé du Moyen-Âge, qui était très beau, qui était considéré comme un des plus beaux jubés médiévals, eh bien, au XVIIe siècle, sous Louis XIV, on décide de l'enlever et d'en faire un nouveau. C'est celui que vous voyez à gauche. Donc, dans le style baroque, parce que le style médiéval était perdu, quoi. Enfin, était déclassé. C'est-à-dire que vraiment, sous Louis XIV, le Moyen-Âge et le gothique, on considère que c'est une période très négative de l'histoire de l'art. Donc, on n'a pas du tout de problème pour changer ça. Et vous voyez, il reste très très peu de choses, hein, des statues du mur original du Moyen-Âge. Il reste 2 petits morceaux qui sont au Louvre. Ici, vous avez un autre aménagement, c'est la grille. On va changer la grille. Donc, dans l'entrée de ce chœur, avec une très très belle décoration qui date de 1718, qui est en fer. Au milieu, c'est une grille en fer avec, vous voyez, des statues, des colonnes en marbre, et ainsi de suite. Donc, on avait quelque chose de très très beau qui était placé donc à peu près au même endroit, enfin toujours dans cette zone. Et alors ça a été, j'ai un petit doute là, je ne sais plus quand il est détruit. Je crois qu'il est détruit juste avant la Révolution. Alors juste au-dessus du chœur, il faut savoir aussi qu'on a ajouté des éléments qui n'existaient pas. Alors ça, c'est aussi très commun dans l'histoire de Notre-Dame de Paris. On a ajouté des choses. Voilà, c'est-à-dire que bon, on n'a jamais vraiment respecté totalement l'architecture gothique en elle-même. Et vous voyez en haut, donc en fait, c'est au niveau du toit, là où il y a le croisement entre les différentes parties du toit. Eh bien, on a ajouté un décor avec, vous voyez, une peinture de la Vierge Marie et des têtes d'anges. Alors, ce toit-là, au moment de l'incendie, de la flèche et du toit, il a été complètement effondré, il est tombé, et vous voyez ici un des restes de tête d'ange qui, donc, si on fait les restaurations qui sont envisagées a priori à l'identique, comme ça a été annoncé il n'y a pas longtemps, il devrait pouvoir utiliser cette tête pour refaire les autres anges, puisqu'on peut faire des moulages, hein, on peut travailler. Une seule tête peut permettre de refaire les 4, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Et toujours dans cet ensemble au niveau central, on a ici la chaire. Alors la chaire dans une église, c'est quelque chose
de fondamental, puisque c'est là où le prêtre fait ses discours, et l'ancienne chaire du Moyen-Âge, c'est celle que vous voyez au milieu. En fait, non, pardon, c'est celle que vous voyez à droite, pardon. Alors, l'histoire de la chaire, là aussi, c'est assez significatif. En fait, donc la chaire du Moyen-Âge, la première, elle avait disparu. Et donc, on avait remplacé, et vous le voyez à droite, alors il y en a eu plusieurs, a priori, mais on va rester simple, on va dire qu'à droite, c'est la numéro 2. Et au centre, au milieu de l'image, c'est la numéro 3. En fait, quand on a fait la restauration de Notre-Dame à l'époque romantique, on trouvait que la chaire de droite n'était pas dans l'harmonie esthétique de l'Église, puisque vous voyez par le style qu'on avait quelque chose. Bon, j'ai un trou, je ne sais plus de quand elle date, je crois que c'est l'époque Louis XIV ou après. Mais donc vous avez cette chaire, si vous voulez, qui était là en place au milieu du 19e siècle. Et Viollet-le-Duc, donc, qui a restauré l'église, a dit on va en refaire une. Donc c'est lui qui l'a dessinée. Et il l'a faite dans le style gothique. Donc il a fait une nouvelle chaire pour revenir au style ancien, pour essayer de vous faire comprendre les choses simplement. Parce qu'on trouvait que la chaire de droite était classique. Elle l'est d'ailleurs, hein, au niveau du style. Mais enfin, c'était une chaire ancienne, finalement. Mais vous voyez qu'on n'a pas voulu garder l'ancien et on a fait du gothique, ce qu'on appelle en français du néo-gothique. Ce qu'on dit en anglais plutôt, c'est le gothic revival. Mais c'est ça ce qui se passe ici, c'est qu'on préfère là. Alors, ça nous donne quand même beaucoup d'exemples différents, hein, par rapport aux reconstructions et aux restaurations de Notre-Dame. Mais là, on a refait un exemple d'ouvrage neuf dans le style ancien. Et la chaire de droite, elle est envoyée dans une église complètement perdue de l'Est de la France, où elle est toujours, qui donc fait une sorte de publicité pour cette église de Luxeuil-les-Bains. Voici la nouvelle sacristie. Alors là, on est vraiment dans du neuf, qui a été installé à côté de Notre-Dame. Alors, vous reconnaissez sur l'image à droite, on a la partie latérale de la cathédrale. Donc là, on est dans le style gothique. Et donc, au centre, vous voyez cette sacristie donc, nouvelle, parce que un des grands problèmes de Notre-Dame, c'est qu'on manquait de logements pour les religieux. Donc, Soufflot, qui est célèbre dans l'histoire de Paris pour avoir fait le Panthéon à la même époque, et qui est célèbre aussi pour avoir été très finalement néfaste à Notre-Dame de Paris, parce qu'il a fait beaucoup de destruction. Je ne pourrais pas tout évoquer, mais on va avoir un exemple précis plus loin. Et donc Soufflot fait une sacristie, donc c'est-à-dire une habitation pour les prêtres de Notre-Dame. Et donc elle n'est pas du tout dans le style gothique cette fois-ci, là, on est en 1776. Et à côté de l'église, il faut rappeler qu'on avait des bâtiments qui eux aussi ont disparu et qu'on n'a jamais reconstruits. Et le principal bâtiment qui était collé contre l'église, donc sur l'image de droite, la sacristie de Soufflot que je viens de vous montrer, elle est en dessous de la grande tour, là. Mais au bord de la Seine et devant l'église, on avait ce qu'on appelle le palais épiscopal, qui est en fait le palais de l'évêque, sachant qu'une cathédrale, c'est l'église de l'évêque, qui dirige en quelque sorte une région catholique. Hein. Et donc, en l'occurrence ici, l'évêque de Paris, qui ensuite deviendra archevêque, est à la tête de tous les catholiques de l'Île-de-France. Et donc cet ensemble, il va être détruit en 1831 à l'occasion d'une mini-révolution. Il y avait eu une révolution d'ailleurs un an avant, la célèbre révolution de 1830. Et puis un an après, il y a un début de révolution qui amène l'incendie du palais de l'évêché.
du palais épiscopal. Et donc, ce palais ne sera jamais reconstruit. On va laisser libre. Donc, là aussi, un exemple intéressant parce que Viollet-le-Duc aurait pu restaurer le palais. Il n'a pas voulu le faire. Enfin, il n'a pas été amené à le faire parce qu'il avait une idée, a priori, Viollet-le-Duc, qui était de. Non, je ne l'ai pas mis. Non, voilà. Oui, qui était de réaliser un palais pour l'évêque de l'autre côté de l'église, mais ça n'a pas été fait. Et donc, vous voyez comment ici, on a une sorte d'abandon d'un bâtiment. Et Viollet-le-Duc a préféré faire le jardin qui existe encore aujourd'hui. Je me demande si on ne va pas faire les questions maintenant, parce que là, j'abordais justement un autre chapitre sur la façade. Donc, je pense que ça serait le bon moment. Oui. Alors, il y a une première question. Donc, Isabelle, qui pose la question, donc qui est en France, elle pose cette question. Pourquoi parlez-vous d'église Notre-Dame et pas de cathédrale Notre-Dame? Et pouvez-vous préciser la fonction du jubé? Oui, bah écoutez, je viens de le dire, en fait, la cathédrale, c'est l'église de l'évêque. Donc, les deux termes conviennent. Hein. Une cathédrale est une église. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Mais en effet, une cathédrale est une église particulière puisque c'est l'église de l'évêque. À l'intérieur, il y a le siège de l'évêque qui ressemble à une sorte de trône, en quelque sorte. Et donc, j'emploie les deux termes parce qu'on peut parler de l'église Notre-Dame ou de la cathédrale. Hein. L'un n'exclut pas l'autre, à mon sens. Une cathédrale est une église. Et toutes les églises ne sont pas cathédrales. On ne peut pas aller dans l'autre sens, bien sûr. Et puis, alors, pour le jubé, alors oui, comme je le disais tout à l'heure, le jubé, ça sépare le cœur du public. Donc, ça sépare l'espace des religieux et des gens qui viennent prier dans l'église. Et donc, c'est un mur comme ça. Et je disais aussi, ça sert parfois à faire les discours, à faire le sermon de l'évêque, si c'est l'évêque qui fait la messe, ou d'un prêtre parmi l'équipe des prêtres de Notre-Dame. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc peut-être qu'on peut reprendre le cours de la conférence. OK. Alors, je ne change pas d'image, parce que normalement, vous avez toujours partage d'écran. Alors, Notre-Dame en 1700 à gauche et Notre-Dame en 1789 à droite. Avec ici une comparaison qui saute aux yeux. Vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Alors, ce qui a changé, d'abord autour de l'église, parce qu'on pourrait dire, alors là, il faudrait faire une conférence nouvelle pour expliquer tout ce qui a changé autour de Notre-Dame pendant les siècles. Et Dieu sait que tout ça aussi a été assez compliqué finalement. À gauche, là, complètement de l'église, vous voyez qu'il y a une construction qui est en fait une autre église. Alors, c'est l'église Saint-Jean-le-Rond, qui est, alors, qu'on disait le rond parce qu'à l'origine, c'était une église ronde. Et puis ensuite, on l'a reconstruite sous la forme, vous voyez, d'un bâtiment en volume, comme ça, de forme rectangulaire. Et cette église, on a décidé de la détruire au milieu du XVIIIe siècle, parce que on a voulu favoriser en fait le passage sur le côté de l'église. Alors une chose qu'on a du mal à imaginer là, c'est qu'en fait, on avait des habitations quasiment juste devant l'église. On a l'impression sur les deux images que la place devant l'église est très grande, mais en fait, au contraire, c'est juste une rue en fait. Il n'y a pas le parvis de Notre-Dame, donc la grande place d'aujourd'hui, vient en fait s'installer devant Notre-Dame seulement sous Haussmann, donc après les restaurations de Viollet-le-Duc.
Mais on va rester vraiment sur le bâtiment, parce qu'encore une fois, il y a plein de choses qui ont changé. À droite, juste de l'église, c'est l'hôpital, hein, l'Hôtel-Dieu, qui lui aussi va être ensuite détruit. Bon. Sur l'église en elle-même, il y a un changement important, c'est au niveau de l'entrée. Si vous regardez la porte du milieu, en 1700, il y avait une statue au milieu. En 1789, la statue a disparu. On le voit un peu mieux ici. Vous voyez à gauche une photo de l'entrée de l'église après l'intervention de Soufflot. Donc, je vous le disais, Soufflot a fait beaucoup de mal à l'église, mais bon, y a un passage très célèbre de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo qui dit que finalement, les personnes qui ont fait le plus de mal à l'église Notre-Dame de Paris, ce sont les hommes de l'art, c'est-à-dire les architectes. Alors, Soufflot n'a pas détruit des choses dans Notre-Dame de Paris par plaisir. Il l'a fait parce que le roi Louis XV lui a demandé, et parce que, en fait, vous voyez, la grande porte d'entrée, à l'origine, elle était fermée par deux portes, et au milieu, il y avait une statue. C'est le problème de PowerPoint, c'est que je ne peux pas agrandir. Ah ben si, je peux. Voilà. Vous voyez ici, sur l'image de gauche, on voit bien comment la porte d'entrée était séparée en deux portes avec au milieu une statue. Et en fait, à l'époque de Soufflot, voilà, je vais pouvoir repasser là, hein, voilà. À l'époque de Soufflot, on voulait une seule grande porte pour les cérémonies. Et donc, Soufflot va détruire la statue du milieu, qui était une des plus belles statues de l'église, un Christ. C'est la tradition des églises gothiques de mettre un Christ bénissant sur le milieu de la porte d'entrée. Et vous voyez qu'il a commandé des décorations en bronze qui représentent une vierge priant. Alors ça a été enlevé après. Donc là, même pour la porte, on a plusieurs transformations à travers les siècles. Voilà la citation donc, que j'ai déjà amorcée avant de Notre-Dame de Paris. Si nous avions le loisir d'examiner une à une les diverses traces de destruction imprimées à l'antique Église, la part du temps serait la moindre, la pire celle des hommes, surtout des hommes de l'art. Et c'est vrai qu'on le voit bien. Mais pourquoi est-ce que Notre-Dame a été comme ça amenée à être transformée eh bien, par changement de goût. Donc, on est vraiment dans une logique d'un bâtiment. Et ça incarne bien ce qu'est la cathédrale, puisque comme justement, c'est l'église la plus emblématique de toute une région au niveau religieux, elle doit représenter aussi l'évolution de l'église. Elle doit s'inscrire, si vous voulez, dans une certaine modernité à travers les siècles. Et la cathédrale, enfin, l'histoire des grandes cathédrales s'inscrit dans cette logique. On pourrait prendre notamment l'exemple de la cathédrale de Gaudi à Barcelone, qui est une église qui n'est toujours pas finie. Mais c'est normal, ça s'inscrit dans une longue temporalité à la construction d'une cathédrale, et c'est aussi pour ça qu'on accepte des transformations. Voici deux photos très précieuses qui vous montrent l'état de l'église avant la restauration de Viollet-le-Duc. Concrètement, sur la façade, toutes les sculptures qui sont en hauteur sont de Viollet-le-Duc. Si on regarde bien, en fait, par rapport à ce que la façade est aujourd'hui, on peut dire que au moins 4/5 des sculptures sont du 19e siècle, sont des créations romantiques de Viollet-le-Duc. Les parties originales des sculptures sont mineures finalement par rapport à ce qu'il nous reste. Il y a la partie, en fait, le tympan, donc la décoration qui est au-dessus de la porte principale. À gauche, vous avez l'autre décoration qui est au-dessus de la porte latérale. Mais vous voyez, toutes les statues qui sont en bas, autour des portes, ont disparu. Et toutes les statues de rois qui étaient là ont disparu. Alors, ces statues de rois, elles ont été détruites à la Révolution française. Une partie des autres statues aussi. Et donc, c'est vrai que le livre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris,
a eu un tel succès public que les Parisiens, mais aussi les Français, il y a eu une sorte de pression de l'opinion publique pour restaurer l'église. Le projet de restauration, vous l'avez sous les yeux à gauche. Alors, c'est Viollet-le-Duc qui va gagner ce concours. Mais il faut rappeler quand même que, en fait, si Viollet-le-Duc gagne le concours, c'est parce qu'il est le seul à déposer son projet de restauration à temps. Alors ça arrive parfois encore aujourd'hui, malheureusement, dans les concours d'architecture. On vous demande tellement de choses incroyables que seuls les grands cabinets d'architecture peuvent faire le dossier pour le concours. Et en fait, Viollet-le-Duc était déjà pressenti, si vous voulez, était favori pour la restauration de Notre-Dame parce qu'il a fait beaucoup de textes. Déjà, il a fait déjà des restaurations dans d'autres églises du Moyen-Âge. Donc, tout le monde pense que c'est lui le meilleur pour restaurer Notre-Dame de Paris. Et ce qu'il veut faire dans la restauration de Notre-Dame, à gauche, c'est restaurer l'église, mais pas comme elle était avant le XVIIIe siècle, et notamment la Révolution française, hein, mais en fait, avant les grandes destructions du XVIIIe siècle. Non, Viollet-le-Duc, il veut restaurer l'église comme elle était au tout début et dans un état idéal. C'est-à-dire qu'il veut restaurer l'église en la terminant telle qu'on l'avait imaginée au début. Une chose qu'on n'avait jamais finie dans l'église, c'est les tours. Les tours, vous voyez à gauche, les tours, en fait, on pouvait imaginer, enfin, on avait imaginé, comme à la cathédrale de Chartres, si vous la connaissez, de faire des tours en flèche, des pointes. Alors, j'anticipe déjà sur les questions de la restauration aujourd'hui, puisque si le choix qui semble être fait de restaurer Notre-Dame à l'identique, si on est contre cette idée, et je le dis tout de suite, moi je suis complètement contre. Je pense que c'est la plus grande idiotie qu'il y avait à faire, de restaurer à l'identique. Pourquoi ? Parce que si on est fidèle à Viollet-le-Duc, à l'esprit de Viollet-le-Duc, il faut, dans ce cas, aller jusqu'au bout. Et oui, on refait la flèche, mais on refait aussi les flèches que Viollet-le-Duc n'a pas pu faire. Parce que le principe de Viollet-le-Duc est clair. Lorsqu'on restaure un édifice, on le refait le mieux possible, tel qu'on l'avait imaginé au début. Et la citation, vous voyez, elle est très claire à droite. On obtiendra peut-être par cette injonction un monument remarquable, mais ce monument ne serait plus Notre-Dame de Paris. Alors, ce que se dit Viollet-le-Duc, en fait, c'est si on va jusqu'au bout, il faut rêver la cathédrale idéale. Et la cathédrale idéale, elle est à droite. Vous voyez, à droite, c'est ces flèches que vous voyez de chaque côté. Alors, comprenez bien, hein, à gauche, c'est un projet pour restaurer Notre-Dame de Paris. À droite, c'est la cathédrale idéale dessinée par Viollet-le-Duc. Donc, il ne veut pas faire la cathédrale de droite à Notre-Dame de Paris. Hein. Non, en fait, c'est un dessin où il montre quelle est l'église gothique parfaite. Alors, c'est là où, bon, évidemment, on est bien dans la logique de Viollet-le-Duc, qui est un spécialiste du Moyen-Âge, mais qui est aussi un artiste. Et donc, pour lui, la cathédrale gothique incroyable, magnifique, c'est celle de droite. D'où, alors, évidemment, des questions, parce que lorsque Viollet-le-Duc proposera une restauration pour la façade de la cathédrale de Clermont-Ferrand à gauche, vous voyez que là aussi, il avait imaginé de mettre les flèches. Et puis, bon, finalement, ce projet n'aboutira pas. Et donc, pour Notre-Dame de Paris, Viollet-le-Duc va faire marche arrière. Et il faut rappeler qu'il n'est pas seul à être le restaurateur de Notre-Dame. Il est associé à Lassus, qui est un architecte qui est un peu le maître de Viollet-le-Duc. C'est avec Lassus que Viollet-le-Duc a commencé ses restaurations d'œuvres du Moyen-Âge. Et donc, dans le projet définitif, on n'ira pas jusqu'à finir les tours. On ira juste dans une restauration, on va dire, c'est compliqué de trouver le terme exact parce que c'est un compromis. Mais il y a des choses ajoutées. Par exemple, ce qui n'existait pas à Notre-Dame dans la version ancienne, c'est les statues qu'il y a au-dessus. Là. Ça, c'est un ajout de Viollet-le-Duc.
Alors un mot justement, dans la restauration de la façade, il a fallu donc d'abord restaurer ce qui avait disparu. Et donc la statue de la porte centrale, détruite par Soufflot, Viollet-le-Duc décide de la restaurer. Il va faire un dessin que vous voyez à gauche, qui s'inspire de la statue à droite de la cathédrale d'Amiens. Alors Amiens, c'est une des plus belles églises gothiques avec Notre-Dame, très belle église du nord de la France. Et l'avantage d'Amiens, c'est que c'est une église qui est presque de la même époque que Notre-Dame de Paris. Donc Viollet-le-Duc va aller à Amiens, il va étudier la sculpture d'Amiens et il va faire un dessin qui s'inspire d'Amiens, parce que le problème, c'est que toutes les statues de Notre-Dame ayant disparu, on n'avait pas d'image de ces anciennes statues assez proches pour pouvoir faire une restauration à l'identique. Donc les statues de Notre-Dame sont des réinventions de Viollet-le-Duc d'après des statues de l'époque, en gros. Alors, chose incroyable dans l'histoire de l'Église, ces statues de rois, donc qui étaient au-dessus des portes d'entrée, que les révolutionnaires de 1792 avaient détruit. En fait, on avait jeté les statues par terre, ça les avait cassées, et on avait récupéré les pierres pour faire des constructions. Eh bien, ces statues, on les a retrouvées un jour, mais bien après les restaurations de Viollet-le-Duc. On les a retrouvées dans le sous-sol d'une banque, dans le 9e arrondissement de Paris. La banque, elle n'est pas très loin des grands magasins du Printemps, si vous voyez l'endroit. Et en fait, ces statues qui avaient disparu, quand on les a retrouvées, on a tout de suite compris ce que c'était, parce que on a retrouvé des têtes de rois. Et donc, les statues de Notre-Dame originales, c'est celle de droite. Alors, on n'a que les têtes, mais enfin, c'est déjà pas mal. C'est des têtes aussi qui sont intéressantes, parce que si vous regardez celle du milieu, vous voyez que vous avez des joues qui sont colorées. Chose à rappeler, toute la façade de Notre-Dame, dans sa partie basse, était peinte. Là aussi, ça pose une grande question par rapport au système de la restauration. Un des choix faits par Viollet-le-Duc, c'est de ne pas repeindre les statues de la façade. Si on était parti dans une logique de restauration exacte, il aurait fallu repeindre les statues. Et vous voyez à droite une image qui vous montre ces statues de rois, donc que les révolutionnaires avaient détruites parce qu'ils pensaient que c'était des rois de France. En fait, ce sont des rois bibliques, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient des costumes plein de couleurs. Vous voyez, il y en a un qui avait une robe bleue, l'autre une tunique rouge, verte, et toute la façade dans la partie basse avait des couleurs, et des couleurs très fortes, qui permettaient aux visiteurs de Notre-Dame d'avoir, si vous voulez, une sorte d'impression de vérité des personnages. Et donc, le choix de Viollet-le-Duc de ne pas repeindre la façade peut paraître surprenant, mais il est marqué, je crois, par une domination très forte de l'esprit des architectes du 19e siècle, qui sont contre la peinture des statues dans les monuments. Ce qu'on appelle la polychromie. Alors, ça vient, je dirais, depuis le début du siècle, mais ça vient aussi de l'héritage de Versailles, et ainsi de suite. On pense que, si vous voulez, peindre les statues, c'est quelque chose d'un peu primaire. C'est ce que faisaient les gens du Moyen-Âge. Et quand on regarde bien, c'est ce qui s'est fait dans toute l'Europe. Quand on a restauré au 19e siècle les bâtiments du Moyen-Âge, on n'a jamais voulu refaire les peintures. Donc ça pose question, parce que si on rêvait de refaire Notre-Dame au plus proche de l'époque d'origine, il faudrait repeindre tout ça. Dans l'entrée de l'église, au-dessus de la porte principale, on a ici un exemple très clair de restauration de Viollet-le-Duc. Donc, il travaille avec un sculpteur dont vous avez le nom en haut, Geoffroy de Chaume.
Et Viollet-le-Duc donne les dessins, mais Geoffroy de Chaume fait les statues en elles-mêmes. Sur le tympan de la porte d'entrée, toutes les parties hautes en jaune sont des parties originales du Moyen-Âge. Toutes les parties du milieu ou en bas qui sont plus blanches sont des restaurations de Viollet-le-Duc et Geoffroy de Chaume. Donc même dans la partie de la sculpture la plus ancienne, la partie, si vous voulez, la plus belle finalement dans les sculptures anciennes, il y en a quand même la moitié qui est de la restauration. Après la façade quand même, disons un mot sur les autres côtés de l'église. Alors une des premières choses que Viollet-le-Duc va aussi restaurer, c'est ce qu'on appelle les arcs-boutants qui sont derrière, que vous voyez complètement à droite du dessin. Ça, c'est l'ensemble du projet de restauration du côté sud. Et c'est le dessin original de Viollet-le-Duc et de Lassus. Et vous voyez donc à droite, il manque énormément de ce qu'on appelle les arcs-boutants, donc qui sont ces bras qui tiennent le cœur de l'église. Et tout ça, Viollet-le-Duc va le refaire. On voit exactement ce qui s'est passé ici avec la photo avant ces restaurations et après. Vous voyez, tous les arcs-boutants vont être retravaillés, certains complètement refaits. Mais alors, chose aussi à rappeler, en fait, ces arcs-boutants ne sont pas originaux. Ils ont été ajoutés à la fin du Moyen-Âge parce que l'Église avait des problèmes de stabilité. Et là, Viollet-le-Duc se trouve un peu coincé avec son principe. Si son principe, c'est de refaire Notre-Dame comme au moment original de la construction et en mieux, en état idéal, il n'aurait pas fallu faire ces arcs-boutants-là, qui sont des ajouts de la fin du Moyen-Âge. Mais Viollet-le-Duc, c'est aussi un architecte très pratique, très pragmatique. Donc, ce qui compte, si vous voulez, ce n'est pas toujours la théorie. Ce qui compte, c'est que le bâtiment tienne bien. Et donc, il a préféré refaire les arcs-boutants tardifs. Pour terminer, donc, sur les ajouts, les restaurations de Viollet-le-Duc, quelques exemples quand même d'œuvres qui ont été retirées de l'église pour deux raisons sans doute de conservation. Vous avez à gauche, voilà une sculpture originale de la façade de Notre-Dame qui a sans doute servi à Viollet-le-Duc pour refaire toutes les statues des parties hautes. Et puis à droite, la statue d'Adam. Malheureusement, on n'a jamais retrouvé Ève qui était en face de lui. Elle était placée, cette statue, elle était placée à l'intérieur de l'église, en hauteur, au milieu de l'église, à côté des grandes rosaces. Et vous voyez d'ailleurs que sur la statue, il y a encore des traces de peinture au niveau du menton et au niveau de la jambe. Tout ça, c'est de l'ancienne peinture. Même la feuille qui cache le sexe d'Adam a encore sa peinture verte d'origine. Il n'y a pas tout, mais il faut imaginer, Adam devait être un peu rose au niveau de la peinture. Et puis, alors, il y a quand même, avec Viollet-le-Duc, les questions qui ont fait débat, qui ont amené des critiques, dans le fait qu'il a pris des décisions qui n'étaient peut-être pas totalement justifiées. Dans cette idée notamment de retrouver un état idéal de l'Église, Viollet-le-Duc va ajouter des ouvertures, ce qu'on appelle des oculis, c'est-à-dire des fenêtres rondes. À gauche, vous avez la cathédrale Notre-Dame, à l'endroit du transept. Donc, c'est le croisement entre les deux parties. Et vous voyez dans la partie haute, juste en dessous des fenêtres, il y a rien en fait. Et ce que fait Viollet-le-Duc, c'est qu'il va en fait reconstruire toute cette partie du croisement, donc ce qu'on appelle le transept. C'est-à-dire qu'il va détruire les fenêtres et il va, au lieu de mettre une seule fenêtre haute, il va mettre une petite fenêtre haute et une fenêtre ronde en dessous. Alors pourquoi il fait ça? Parce que en fait, c'était dans les projets originaux de l'Église, et donc il y a l'idée d'améliorer Notre-Dame de Paris
Évidemment, chose du coup qui pour certains était assez incroyable, comment Viollet-le-Duc, qui n'est que le restaurateur, change l'Église en quelque sorte. Le restaurateur ici est trahi par l'ivresse archéologique et la passion du retour aux origines, qui fait vaciller les plus fermes résolutions et introduit dans l'organisme une redoutable, car inassimilable jouvence. C'est Bruno Foucart, l'un des plus grands historiens de l'art du 19e siècle, qui connaissait bien Viollet-le-Duc, et qui dit ça dans un livre sur l'artiste, sur l'architecte. Il dit en fait qu'il y a une telle excitation pour un architecte comme Viollet-le-Duc de restaurer Notre-Dame qu'il se permet d'ajouter une invention, enfin pas une invention, mais un choix à lui. C'est-à-dire ces fenêtres-là, a priori, on pense qu'on les avait à l'origine prévues et que, voilà, pour les raisons de stabilité, on ne les avait pas mises. Alors à l'extérieur, ça fait bizarre d'ailleurs, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Hein. Enfin, je pense que si on visite les tours, on peut le voir, mais vous voyez, sur l'extérieur, on voit très bien des pierres blanches qui ont été rajoutées et qui, du coup, sont des ajouts. Alors, la question se pose par rapport à ça, parce qu'on est dans des endroits… Alors ça n'a pas été détruit, il n'y a que le toit qui a été détruit, mais certains, après Viollet-le-Duc, ont émis l'idée qu'on aurait pu enlever finalement ce que Viollet-le-Duc avait ajouté. Voilà ce que Viollet-le-Duc écrit dans un rapport sur la question des restaurations d'églises. Après avoir restauré Notre-Dame, certes, il est périlleux lorsqu'on restaure un vieux monument d'entrer dans la voie des modifications sous prétexte d'amélioration. Mais lorsqu'il s'agit d'une reconstruction, il serait puéril de reproduire une disposition éminemment vicieuse et pouvant conduire à des déceptions. Alors cette phrase-là, on pourrait la souligner, il faudrait la mettre sur les réseaux sociaux pour expliquer aux gens qui ont, je crois, malheureusement choisi de reconstruire le toit de Notre-Dame à l'identique, en bois notamment, c'est-à-dire dans un matériau qui est ultra difficile par rapport aux incendies. Si aujourd'hui, Viollet-le-Duc était présent et s'il devait choisir, je reste persuadé qu'il ne referait pas la même chose, qu'il utiliserait des matériaux comme le béton, des choses qui évitent évidemment de faire brûler un toit. La preuve, c'est qu'il le dit très clair, quand on doit faire des restaurations, il faut accepter l'amélioration. L'amélioration, elle est esthétique chez lui. Alors, c'est un choix, d'accord, mais bon. Et elle est aussi technique, pratique. La preuve, on y vient à cette flèche, on va terminer là-dessus. Quand Viollet-le-Duc décide de refaire la flèche de Notre-Dame de Paris, il ne la refait pas en bois, puisqu'elle était en bois à l'origine, cette flèche. Il décide de la faire en fer. Cela a été énormément critiqué. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on trouvait qu'on n'était pas dans le respect du bâtiment original. C'est-à-dire que là, vous avez la flèche telle qu'elle a été détruite en 1792, donc au moment de la Révolution française. Mais c'était déjà la 3e flèche. Donc, je le rappelle, la flèche, c'est la tour qui couronne le croisement. C'était déjà la 3e flèche et finalement, la flèche d'origine, la première flèche de Notre-Dame de Paris, on ne la connaissait pas. On ne connaissait que celle-ci par des gravures, par des images. Le choix de Viollet-le-Duc, ça n'est pas de restaurer la flèche qui restait avant lui, enfin, qui restait plus parce qu'elle avait disparu, mais Viollet-le-Duc ne refait pas la dernière flèche existante, il décide de refaire la flèche numéro 1. Alors qu'il ne connaît pas exactement, mais qu'il va réinventer. Il va reconstruire une flèche. Alors, ce projet de flèche centrale à gauche, vous le voyez ici, dessiné par Viollet-le-Duc. Et donc, il s'inspire de la première flèche gothique. Il fait une flèche néo-gothique, parce que celle que vous voyez là, finalement, elle avait perdu son style gothique. Et dans cette flèche gothique, qu'est-ce qu'il décide de choisir comme matériau ? Eh bien, il choisit le bronze. Le fer, pardon. C'est une fonte de fer. Et parce que ça résiste au feu. Enfin, ça résiste. On a vu que non, pas totalement, mais enfin quand même, ça résiste mieux qu'une flèche en bois. Et ça résiste mieux à la foudre, bien sûr aussi. C'est un élément qui a été déterminant. En cela aussi, Viollet-le-Duc est quelqu'un qui reste très pragmatique dans le choix du matériau et il avait l'exemple de la flèche de la Sainte-Chapelle.
petite église en face de Notre-Dame de Paris. Et cette flèche que vous voyez là, donc à droite, c'est celle de la Sainte-Chapelle. À gauche, c'est la flèche de Notre-Dame. Et en fait, ah non, pardon, excusez-moi. Non, non, c'est pas ça. Non, je croyais que je l'avais mise. Ah ben non, je me suis trompé. J'ai enlevé la photo, en fait. Non, pardon. Alors, c'est bien les deux flèches de Notre-Dame. C'est pendant et après la. Enfin, oui, pendant et après la construction. Oui, j'ai retiré l'image. Donc, alors, rappelons quand même que la flèche de la Sainte-Chapelle était très proche au niveau technique. Donc, ça a été plus facile parce qu'on a su comment faire la construction de cette flèche. Là, voici la flèche. Vous avez une photo d'époque ici. Mais là aussi, Viollet-le-Duc, quand il restaure la flèche, il se permet une invention, un ajout, avec des statues qui n'existaient pas à l'origine, qui n'ont jamais existé dans l'histoire de Notre-Dame de Paris. Et ces statues, il les ajoute là. Vous voyez ici, dans la partie basse, c'est-à-dire au croisement des 4 parties de toit. Il les place pour des raisons décoratives, mais aussi pour des raisons de stabilité. Parce que vous voyez que ces statues ici, elles font du poids et elles permettent d'avoir comme une sorte de mini-mur dans le vide. Et ça joue beaucoup aussi. Mais alors, chose qui a été à l'époque énormément critiquée, Viollet-le-Duc se permet, dans ses statues des 12 apôtres, donc qui sont une invention à lui, il se permet de mettre un autoportrait dans les 12 apôtres. L'homme que vous voyez à droite, c'est Viollet-le-Duc. Alors, c'est une chose très célèbre dans l'histoire de l'Église. C'est une chose qu'on ne voit pas, enfin maintenant on ne voit plus du tout, mais qu'on ne voyait pas, sauf si on allait sur les toits, en fait. Puisque vous voyez cette statue d'apôtre au visage de Viollet-le-Duc, elle regarde la flèche qu'il a construite. On pourrait même dire qu'il a presque inventée. Et très clairement, on voit qu'ici, il y a une sorte de petit symbole assez personnel qu'il a voulu faire. Des statues qui ont divisé là aussi. Donc la flèche est critiquée, pas pour son esthétique, mais pour le matériau et pour l'ajout des statues qui sont à côté. Voici Notre-Dame telle qu'on peut la voir après les restaurations de Viollet-le-Duc. Ce qui a été très admiré dans la flèche, après coup et jusqu'à aujourd'hui, c'est la proportion. C'est le fait que cette flèche, elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop petite. Et ça, c'est très difficile. Alors après, je dis ce qui a été admiré en général. On peut la trouver trop large, trop haute, tout le monde n'est pas d'accord. Mais enfin, quand même ceux qui n'aiment pas Viollet-le-Duc ont quand même eu du mal à critiquer sur ce point-là. Il y a une réussite au niveau visuel, vous voyez, au niveau notamment de l'harmonie. C'est fondamental parce que ce qui fait le charme énorme de Notre-Dame, c'est justement l'harmonie des proportions. C'est une des rares églises, Notre-Dame, qu'on trouve parfaite. Elle n'est pas trop large, elle n'est pas trop haute. Elle est équilibrée, un peu comme le Parthénon à Athènes. Quand on est devant le Parthénon, on trouve ça parfait. Notamment parce qu'a priori, les constructeurs de Notre-Dame avaient fait des calculs de proportions géométriques. Alors aujourd'hui, quand on regarde l'île de la Cité de loin, eh bien, bon, aujourd'hui, il y a des grues derrière, mais ça, c'est une photo prise juste après l'incendie de l'église. Bien, vous voyez qu'il y a la tour, la flèche de Notre-Dame qui a disparu et la flèche de la Sainte-Chapelle qui est toujours là. Là, voici maintenant la flèche de la Sainte-Chapelle qui est dans le même style et dans la même époque. Et à droite, vous avez une vieille gravure qui vous montre justement le même endroit finalement. Et on voit très bien que la flèche de Notre-Dame et la flèche la flèche de la Sainte-Chapelle sont une sorte de parallèle. Elles dialoguent dans les hauteurs de l'île de la Cité. Et donc à gauche, comme il manque maintenant la flèche de Viollet-le-Duc, c'est vrai que le ciel architectural du cœur de Paris n'est plus le même. D'où la question qui s'est posée, faut-il reconstruire la flèche ? Je donne mon avis, parce que c'est un peu le but aussi de ces conférences. Moi, je pense que oui. De toute façon, quand on regarde tous les gens qui ont été consultés,
il y a presque personne qui était contre la reconstruction de la flèche. Maintenant, est-ce qu'il faut refaire la flèche à l'identique? Moi, je pense que non, mais surtout, je crois que ce qui est grave, c'est ce choix qui a été fait. Et on nous dit qu'il y a unanimité, c'est complètement faux. Une ministre de la Culture, on ne sait pas trop d'où sort cette dame dans ses relations avec l'architecture, malheureusement. Puisque notre ministre de la Culture, bon, aime l'opéra, mais enfin, elle n'a aucune compétence pour ça. Mais elle a, semble-t-il, pris la décision suite à un consensus. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais quand même. Chose incroyable, la personne qui gère le chantier de Notre-Dame de Paris aujourd'hui est un militaire. C'est du jamais vu, à mon sens, dans l'histoire de l'Église. Le choix qui a été fait n'a pas fait l'objet d'un vote de spécialistes, d'architectes. On ne sait pas d'où est sorti ce choix, en fait. Ce que je trouve dramatique pour l'histoire de l'Église, j'ai essayé dans cette conférence de vous montrer que toute l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une histoire de destruction et ensuite d'amélioration de l'Église. Tout le monde le dit. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien que l'évêque de Strasbourg, le soir où la cathédrale a brûlé, a dit dans une interview: on reconstruira Notre-Dame et on fera quelque chose d'encore mieux que Viollet-le-Duc. C'est l'histoire de l'Église, de perdre des éléments et d'en faire des remplacements. Alors, ce que je vous montre ici, c'est les toits de Notre-Dame. Il a été décidé de les reconstruire en bois. Mais mon Dieu, mais quelle idiotie de reconstruire exactement ce qui est le point faible de l'Église depuis son origine. Tout ça pour nous dire que bon, c'est des choses splendides, et ainsi de suite. C'est des choses qu'on ne pourra pas visiter, on a beau nous dire ce qu'on veut, c'est impossible d'aller visiter ça. Donc pourquoi reconstruire en bois alors qu'on a le béton armé? Au moment où l'Église a brûlé, il y a un célèbre architecte français qui est un des grands, qui a un peu Viollet-le-Duc d'aujourd'hui pour sa connaissance du Moyen-Âge. Il s'appelle Rudi Ricciotti. C'est un grand architecte du béton armé. Et lui disait, avec le béton, on peut faire des merveilles, on peut reconstruire au moins le toit de Notre-Dame en béton armé. Je crois que la logique par rapport à l'histoire du bâtiment aurait été au moins, je parle bien du toit de Notre-Dame, d'utiliser le béton armé pour solidifier l'église, qui risque quand même de tomber à cause de ce qu'elle a vécu, de l'utiliser au moins pour la structure intérieure, quitte à ce qu'on ne voit pas le béton armé. Et Ricciotti aurait été pour moi l'architecte idéal, mais on aurait fait un concours, puisque c'était… Ce qui est aussi très bizarre, c'est que toute l'histoire récente de l'Église, et surtout Viollet-le-Duc, ça s'est passé comment la restauration? Par un concours. Et là, on a affaire à une restauration qui se fait par une décision d'un homme qui est un militaire et d'une ministre de la Culture qui n'a aucune connaissance en architecture. Et c'est, je crois, vraiment un scandale qu'on ne met pas assez en avant. Et plus je reparle, là, j'ai l'occasion de revenir sur ce thème-là après que la décision a été prise. J'aurais dû faire cette conférence pour la RATP il y a très longtemps. J'aurais peut-être pas été si loin dans ma critique, mais là, je trouve ça vraiment scandaleux. Je crois que Ricciotti, par exemple, vous montre dans ce qu'il a fait au stade de Charletti à Paris, ce qui est possible de faire avec le béton, c'est-à-dire de créer une magie lumineuse telle que l'avait fait l'architecte de Notre-Dame, un architecte gothique en l'occurrence. Donc, on a un matériau qui aujourd'hui permet de stabiliser l'église, d'éviter les risques d'incendie et de créer esthétiquement des choses qui s'inscrivent dans l'héritage de Notre-Dame. Pourquoi ne le fait-on pas? Ça, c'est pour moi la grande interrogation. Ricciotti, vous connaissez peut-être sa grande réalisation, le Mucem. Regardez les jeux de lumière, ça rappelle les vitraux de Notre-Dame de Paris, bien sûr. Et là, Ricciotti, et ce que je trouve assez dingue, et c'est grâce à Patricia que je peux le dire, puisqu'elle m'a fait suivre l'article, on nous parle aujourd'hui de mettre des vitraux contemporains dans Notre-Dame de Paris, et on veut refaire un toit en bois avec exactement la même fiège que Viollet-le-Duc. Imaginons par exemple que Ricciotti participe au concours, je crois qu'il aurait fait sa flèche en béton armé, alors il aurait fait un agencement d'image bien mieux que le mien, mais là je vous montre une des structures du Mucem. Regardez ce que ça aurait pu faire par-dessus le toit de Notre-Dame de Paris. Reconstruire Notre-Dame de Paris avec une flèche en béton armé, esthétiquement, ce n'était pas du tout impossible. Et ça n'aurait pas été, je crois, quelque chose de laid dans le ciel de l'église. Et ce que j'ai surtout essayé de vous montrer par l'histoire des destructions et des restaurations de Notre-Dame, c'est que si Viollet-le-Duc avait le choix aujourd'hui, il n'aurait jamais refait la même flèche. Évidemment que non. Il n'aurait pas refait à l'identique, puisqu'il aurait amélioré. Quand bien même il aurait gardé la même flèche, techniquement, il aurait changé de matériau. C'est ça l'histoire de Notre-Dame de Paris, et je crois que c'est assez significatif
du néant culturel dans lequel nous sommes. Je ne pense pas que c'est les bonnes personnes qui font les choix pour l'Église. Mais chose à rappeler, la cathédrale appartient à l'État. Hein, ça fait partie des églises qui sont encore dans le domaine de l'État, qui appartiennent à l'État. Une des choses, je crois, qu'on aurait pu mettre dans le concours, c'est d'imposer à l'architecte qui aurait restauré Notre-Dame de Paris suite à ce concours, d'intégrer les éléments qui nous restent. Et par exemple, les statues des apôtres, on peut les réutiliser, puisque, vous voyez, elles sont dans un état encore restaurable. Et je crois que ce qu'il aurait fallu intégrer, et ça, de toute façon, ça va être fait, eh bien, c'est le fait que les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être respectés. C'est ce qui domine aujourd'hui dans l'histoire de l'architecture, c'est la célèbre charte de Venise qui impose ça. Donc, la personne qui aurait pu restaurer Notre-Dame de Paris de façon un peu plus moderne aurait de toute façon dû tenir compte des nouveautés de Viollet-le-Duc. Ce qui fait qu'on aurait eu un mix, on aurait eu quelque chose d'un petit peu entre les deux. Et je termine par une citation du plus beau livre qu'on puisse trouver, je pense, aujourd'hui sur Notre-Dame de Paris. C'est un super livre qui ne vaut pas très cher d'ailleurs, c'est chez Parigramme. Vous avez les auteurs en haut, Sandron et Talon. C'est là où j'ai repris les images informatiques qui m'ont aidé à illustrer un peu tout ça. Et voilà ce qu'ils disent en conclusion de leur livre en 2013. Notre-Dame a longtemps montré qu'elle était un monument constamment à l'écoute de son temps. Je crois malheureusement que les gens qui ont pris la décision de restaurer Notre-Dame à l'identique ont fait une erreur historique colossale. On ne rentrera pas dans la liste politique, mais elle pourrait signifier une volonté très conservatrice finalement, et pas progressiste et moderniste, mais ce n'est pas le débat ici. Mais évidemment, toute personne ou tout décideur, qu'il soit religieux, politique, historique ou je ne sais quoi, qui s'incruste dans l'histoire de Notre-Dame volontairement ou non, laisse sa trace. Et la trace qui est restée, c'est celle, en fait, malheureusement, d'une église tournée vers le passé, et c'est-à-dire, en fait, d'un choix historique complètement invalide par rapport à Notre-Dame de Paris et son histoire en elle-même. Voilà. Alors, j'espère qu'il va y avoir des réactions. Vous êtes amenés à, évidemment, dire ce que vous pensez aussi de votre côté. À toi, Patricia. Bien. Il y a des questions. Alors, je pose la première. Donc, Wilfried, qui habite Paris. Bonsoir. Alors, question un peu banale. Pensez-vous que vouloir rénover Notre-Dame en 5 ans pour 2024 soit un délai raisonnable? Ou n'aurait-on pas dû prendre le temps de poser? N'y a-t-il pas un risque de ne pas avoir vu des failles dans la structure à vouloir faire si vite? Ben oui, alors un grand oui, bien sûr, oui. Mais alors, deux choses. Bon, tout le monde l'a signalé, c'est-à-dire qu'il y a eu deux discours par rapport à Notre-Dame, mais parce que c'est un bâtiment, si vous voulez, qui dépasse l'histoire de l'art et qui, par l'émotion que la destruction du toit a dégagée, montre bien que, si vous voulez, il y a tel symbole derrière ça, et je crois encore une fois que qu'on le veuille ou non, le choix sera celui du président actuel. Et donc, enfin, a priori, parce que sauf si les travaux, on ne sait pas ce qui peut se passer, si les travaux ne démarrent pas, mais a priori, là, on a encore 1 an et demi, le choix a été fait, donc le chantier de restauration à l'identique devrait être lancé sous le président Macron. Et quand même, ça ne serait pas le même président dans maintenant 1 an et quelques mois, je crois qu'on ne pourra plus faire marche arrière. Donc, ce qui pose question, c'est le délai. C'est évident que ça ne sera jamais respecté. Tous les gens qui sont exprimés dessus, notamment les architectes, le diront. Imaginez quand même que s'il faut reconstruire en 5 ans, ça veut dire que voilà, il reste pour être dans les temps, il faudrait déjà que le chantier soit lancé. On vient juste seulement de restaurer l'échafaudage. Donc, par rapport, si vous voulez, au planning qu'on avait mis en place, je crois qu'on a déjà 6 mois de retard. L'échafaudage à enlever, ça a été déjà un calvaire. Donc, de toute façon, je crois, si vous voulez, que mais on est totalement dans cette époque qu'on connaît bien, où l'effet de communication apporte le plus. C'est un effet d'annonce, de dire on va le restaurer en 5 ans, mais ça ne sera jamais tenu. Donc, c'est inimaginable de le tenir. J'ose espérer, mais de toute façon, si vous voulez, il y a actuellement des grandes pressions des architectes des monuments historiques qui ont été bizarrement complètement évacués de ça, encore une fois. Mais pourquoi est-ce que c'est un militaire, c'est un général d'armée
qui dirige ce chantier, on ne comprend pas, mais c'est incohérent. Et donc, tous les architectes assez connus des monuments historiques en France ont pris la parole et ont dit que c'est un danger pour Notre-Dame. Donc, je crois, si vous voulez, qu'au bout d'un moment, une fois que la décision sera prise, on passera dans des choses plus raisonnables. Et le délai qui semble émis pour la restauration est plutôt le double, hein, ça serait presque 10 ans. Donc, moi, je pense, si vous voulez, qu'on ne verra pas un nouveau toit, une nouvelle flèche sur les hauteurs de Notre-Dame avant, je dirais, moi, 2027. Je dis ça, je sais pas, 2025, si déjà 2025, ça serait extraordinaire. Mais bon. Donc, oui, non, c'est pas réalisable. Et puis, mais encore une fois, je crois que c'était bon pour dire, bon, allez, on va y arriver. Et après, on devient raisonnable après. Il y a, comme dans un monument comme celui-ci, même Viollet-le-Duc a dû prendre son temps. On ne fait pas n'importe quoi avec des bâtiments si prestigieux et aussi compliqués aussi. Alors, une question d'Italie, de Naples, de Roberto. À votre connaissance, y a-t-il d'autres exemples de restauration de monuments à Paris ou en France où l'architecte s'est laissé emporter dans des modifications majeures non conformes à la structure ou au style d'origine? Alors, bah oui, bien sûr. Alors déjà, la Sainte-Chapelle, puisque la Sainte-Chapelle, qui est restaurée par la SUS, a été en grande partie quand même améliorée, entre guillemets. Alors, moins dans la structure, mais surtout dans le décor. Si on entre dans la Sainte-Chapelle, tout le rez-de-chaussée, c'est une invention. Hein. Tout est peint en rouge et bleu. Donc, mais on est vraiment dans cette logique-là. Hein. Après, on trouverait des exemples même encore plus radicaux. Je pense par exemple le palais de Westminster à Londres, qui est le Parlement britannique. Il brûle en 1830 et il est reconstruit donc juste après dans un style néo-gothique. Et là, on n'a pas reconstruit à l'identique. Donc, c'était pas ce qui était annoncé de toute façon. Donc, on a pu aller beaucoup plus loin. Il y a aussi un exemple, c'est l'église à Rouen. J'ai un trou sur le nom de l'église. C'est une des grandes églises gothiques de Rouen, qui a été restaurée. Ben, je dois pouvoir le trouver, puisque là, je vais essayer de vous trouver ça. À Rouen, on a un exemple alors, encore plus incroyable que Notre-Dame de Paris, où là, les restaurations, la flèche a été restaurée. On a fait une flèche très massive qui a, pour certains, un peu défiguré le bâtiment. C'est l'église, je crois que c'est Saint-Maclou. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. Patricia, si tu as une autre question, je cherchais une photo pendant ce temps-là, mais je peux répondre à autre chose. Hein. Une question d'Italie encore, de Emma de Catania. Alors, vous avez évoqué des projets proposés par les architectes, mais vous, comment auriez-vous imaginé le projet de restauration de Notre-Dame de Paris? Oh, moi, je ne suis pas du tout architecte, donc non, moi, j'aurais fait un concours dans la logique de l'histoire du bâtiment et un concours mais c'était ce qui avait été quand même fortement envisagé au tout début. C'est là où on est très interrogé. Enfin, on peut beaucoup s'interroger quand même. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est pas aussi un choix de facilité? Est-ce que cette pression annoncée par le président de dire qu'il faut restaurer en 5 ans, un concours, c'est long. Hein, c'est 1 an de plus minimum. Il faut montrer les projets. Vous n'allez pas dire aux architectes qu'est-ce que vous allez faire. Moi, j'aurais fait un concours international, bien sûr. Et puis, on aurait eu des propositions diverses et variées. Dans le jury, il aurait fallu mettre l'évêque de Paris. C'est indispensable, ça reste son église. Il aurait fallu mettre une commission d'architectes, de gens compétents. Pourquoi pas des gens qui voudraient voter par Internet, une consultation publique, ça intéresse quand même des gens. Et puis ensuite, voilà, moi je vous ai donné un architecte que je pense paraît légitime par rapport à sa connaissance des structures du gothique, c'est Ricciotti. Personnellement, c'est un peu mon rêve d'avoir donné le toit de Notre-Dame et la flèche à Ricciotti. Il aurait fait quelque chose de néo-gothique, il aurait respecté Viollet-le-Duc. Et comme je l'ai dit, j'aurais gardé les statues en elles-mêmes. Et tout ce qui nous reste, j'aurais demandé à ce que dans le concours, ça soit réintégré dans l'église. Alors, peut-être pas forcément au niveau de la flèche, mais que c'est des choses qui font partie de l'histoire de l'église, donc il fallait aussi les conserver. Voilà. Alors, une autre question donc, de Delphine de France.
est-ce que cette décision de reconstruire à l'identique n'est pas un peu représentative de notre époque, parfois peu créative et qui se referme un peu sur elle-même? C'est ce que vous disiez. Oui, je pense, oui. Bien sûr. Ce qui pose question, c'est est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que si ça s'était passé dans un autre pays, on aurait fait la même chose? Est-ce que si c'était une autre église de France, c'est compliqué aussi hein, après de voir l'impact des justifications. Mais ce qui est troublant, si vous voulez, c'est que parce que c'est vrai il y avait quelque chose d'excitant après coup. Il y avait quelque chose de très triste sur le moment, très touchant. Et puis après coup, on sentait, et notamment les architectes, Ricciotti, il a fait beaucoup d'interviews. Hein, il a dit d'ailleurs que le soir de l'incendie de Notre-Dame, il n'a pas dormi de la nuit. Et je crois que si vous voulez, après coup, il y avait notamment, on voit dans la masse des dons qui avait été proposé pour la reconstruction de Notre-Dame, il y avait tout un élan qui était porté par ça. Et en effet, on a l'impression qu'au final, on dit oh, bah, non, vous ne savez pas, on va reconstruire l'identique, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est le consensus, ça c'est complètement faux, mais bon, c'est une annonce politique comme on peut en faire d'autres. Et oui, je crois que oui, il y a quelque chose d'assez triste dans cela, c'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, c'est par défaut, quoi. Parce que les arguments apportés sont pas les meilleurs, si vous voulez. Si c'est pour dire bah oui, mais non, en fait, pourquoi est-ce que vraiment l'ajout de Viollet-le-Duc, il n'est pas plus important que d'autres dans l'histoire de l'Église? Donc ouais, je suis d'accord avec vous sur ça, oui, tout à fait. Alors, Jean-François qui pose cette question, que pensez-vous de la formule de Chartres avec donc une architecture de toiture en fonte et en acier et couverture en cuivre? Bah voilà, alors un très bel exemple, en effet, Chartres, oui, ça peut être un compromis, bien sûr. A priori, en effet, ces matériaux-là, la fonte, ça tient bien. Donc, moi, je citais le béton parce que, si vous voulez, c'est l'exemple le plus radical hein, de certaines modernités de matériaux. À partir du moment où on dit béton, on a l'impression que c'est l'architecture du XXe siècle, c'est le Corbusier. Sauf que le béton qu'on travaille aujourd'hui, et la Ricciotti en est un très bel exemple, c'est un béton qu'on travaille en finesse. Vous voyez, ça peut se cacher le béton, ça peut être très léger. Donc on peut sculpter du béton en quelque sorte comme du fer forgé. Mais on aurait pu faire une alliance de verre. Là, ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait, on va reprendre exactement les mêmes matériaux. Ça questionne parce que, alors, même pareillement pour le vieillissement du toit qui s'était oxydé avec le temps, en devenant vert, ainsi de suite. Enfin, les statues, vous avez vu les statues, comme il y a du cuivre dedans, elles s'oxydent et deviennent vertes. Comment fait-on quand on va restaurer les statues? Est-ce qu'on les laisse vertes comme ça ou est-ce qu'on les repatine? C'est-à-dire qu'à l'époque, elles étaient couleur marron plutôt, enfin foncé. Donc oui, le métal, en tout cas, aurait été une solution pour la structure. Une solution moins dangereuse que le bois, ça c'est sûr. Eh bien, je crois que nous n'avons plus de questions pour l'instant. Oui, je crois que c'est ça. Alors, j'ai la photo. Du coup, hop. Je vais repartager ça. Alors, l'église donc qui me venait à l'esprit, il y en aurait d'autres, hein, mais c'est sans doute. Voilà, vous avez l'image là? Hop. Oui, c'est passé l'image. Patricia, tu as l'image ou pas sur l'écran? Oui, tout à fait. Elle est passée. Okay. Alors voilà. Donc, c'est cette église à Rouen, qui est en plein centre de Rouen. C'est l'église Saint-Maclou. Et donc, là, c'est une restauration qui a été faite en même temps que Notre-Dame. Et regardez la flèche qu'on a construite. Donc, il n'y avait plus la flèche. La grande tour que vous voyez au milieu, c'est une restauration de l'époque romantique. Donc là, alors j'ai d'ailleurs oublié le nom de cet architecte. Comment il s'appelle déjà? C'est pas Abadi, mais bon, peu importe. Mais c'était un architecte qui était un peu un rival de Viollet-le-Duc. Et il se trouve que lui propose finalement ici de restaurer la flèche disparue en pierre et de faire une flèche qui est une sorte de tour, donc beaucoup moins fine et beaucoup plus massive que la flèche qu'on imagine à l'origine au milieu de l'église Saint-Maclou de Rouen, qui est une église un peu après Notre-Dame au niveau de l'art gothique, mais peu importe. Et oui, ce que ça donne, ça fait une sorte de tour centrale. Et là, la restauration avait été très critiquée.
Donc, on a des exemples où certains étaient allés encore beaucoup plus loin, violer le duc. Et ce qui reste, parce qu'il y a eu, si vous voulez, une phase où on a critiqué violer le duc, et puis petit à petit, il y a eu une réhabilitation de violer le duc, alors qui s'est faite beaucoup dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et notamment parce qu'il est un architecte qui fait un bon compromis entre la modernité technique et l'archéologie, si vous voulez. Et donc, depuis une cinquantaine d'années, aujourd'hui, plus personne ne critique Viollet-le-Duc. Alors là, je crois qu'il y a peut-être aussi une des explications sur le choix de restaurer à l'identique. C'est que si ça se passait, cette histoire de destruction du toit de Notre-Dame, il y a 50 ans, je crois qu'on n'aurait même pas envisagé. Imaginez que ça se passe à l'époque du président Pompidou, qui fait le centre Pompidou, qui fait la tour Montparnasse. On n'aurait même pas imaginé 30 secondes de reconstruire à l'identique. Donc c'est une question d'époque, c'est une question aussi d'évolution de l'histoire de l'art. Et aujourd'hui, les défenseurs de Viollet-le-Duc ont été très actifs pour dire il faut restaurer à l'identique. Je peux citer un historien de l'art que je connais bien, Adrien Goetz, qui est aujourd'hui à l'Académie française. Il a fait tout un discours pour dire il faut restaurer comme Viollet-le-Duc. Bon. Ouais. Voilà, donc c'est un débat tout ça qui normalement paraît clos, mais on voit à quel point ça amène des réflexions diverses et variées. Laure nous dit que c'est l'architecte Barthélemy. Ah, merci, oui, c'est Voilà. ça, oui, Barthélemy, voilà, oui, qui n'est pas resté dans les annales pour d'autres choses que ça, de mémoire, mais qui, en effet, du coup, garde une sorte de mauvaise réputation à cause d'en avoir fait un peu trop pour la flèche de Saint-Maclou à Rouen. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, il y a eu énormément de gentillesse dans le chat. Merci beaucoup pour cette conférence intéressante, pour le conférencier, et puis pour votre avis aussi sur la question de la restauration. Alors, justement, on ne va pas en finir là parce que vous allez reproposer une autre conférence justement d'histoire de l'art le 17 décembre, donc avant Noël. Ce sera une conférence qui s'appelle « Les grands collectionneurs de Richelieu à Yves Saint-Laurent ». Voilà, donc ce sera le jeudi 17 décembre à 18 h, toujours en ligne, donc avec Guillaume Peigné. Vous voulez peut-être en dire 2 mots? Oui, en écho aussi à l'ouverture bientôt de la collection Pinault, donc qui est annoncée maintenant fin janvier. C'était une séance qu'on avait conçue dans cette logique-là. Et puis une histoire que je n'ai pas encore d'ailleurs finalisée parce que c'est vaste, des grands collectionneurs entre Richelieu et Yves Saint-Laurent, il y en a eu beaucoup. Mais on prendra comme ça quelques beaux exemples. Et j'essaierai de montrer en fait ce qui change d'un siècle à l'autre. C'est-à-dire que, bon, on fera le XVIIe siècle avec Richelieu, le XVIIIe siècle avec… je ne prendrai pas toujours des exemples de rois ou de premiers ministres, avec des amateurs, on va dire. Au XIXe siècle, il y a un changement, si vous voulez, dans le type de collectionneur qui se fait siècle après siècle, jusqu'à aujourd'hui où finalement, les 2 derniers grands musées parisiens sont des créations des 2 PDG de groupes de mode. Qui, bon, alors certes, sont aussi 2 des gens les plus riches en France et au monde, mais ce n'est pas uniquement l'argent qui fait le collectionneur. Et donc, voilà, j'essaierai de vous montrer quand même qu'il y a une évolution, d'où ce panorama très large, avec des choix qui iront dans cette idée-là. Très bien. Et puis, avant donc cette conférence du 17 décembre, nous avons donc le 8 décembre une rencontre Algérie-France donc autour d'un site qui s'appelle « Je viens de loin, j'écris en français » avec Mohamed Aïssaoui et Abdelkader Djemaï. Donc, c'est l'Alliance française qui propose cela avec l'Institut français, la Fondation Alliance française. Voilà, ça c'est le 8 décembre à 18 h 30. Et puis, le 10 décembre, alors en écho à la Journée mondiale du climat qui est le 8 décembre, donc on organise le jeudi 10 décembre à 18 h. On a la chance d'accueillir en ligne Jean Jouzel, vous savez, ce grand scientifique climatologue, donc qui va donner une conférence qui s'intitule « Réchauffement climatique, du constat aux solutions ». Voilà.
Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore Guillaume Peigné. Merci beaucoup, Guillaume. Une dernière chose, on m'a demandé, c'est pas Jeanne d'Arc, la protectrice de la France. Non, non, c'est bien la Vierge Marie. D'ailleurs, si vous retournez un jour à Notre-Dame quand ça rouvre, si vous allez au fond de l'église, il y a un grand groupe sculpté. Vous avez le roi Louis XIII qui place la Vierge sous la protection, enfin la France sous la protection de la Vierge. Ça date du Moyen-Âge, hein, Saint-Louis. C'est pour ça que la fleur de lys est le symbole de la France aussi. Hein, la fleur de lys, c'est la fleur de la Vierge. Donc, Jeanne d'Arc n'est qu'une une sainte en plus qui a aidé à l'histoire de France, mais qui n'est pas la protectrice de notre pays. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée ou bonne journée. Et puis pour rappel, vous avez toujours accès à la fiche de vocabulaire pour vous accompagner, pour retrouver tous les éléments précieux donnés par Guillaume ce soir. Et puis on a hâte de vous retrouver pour les prochains événements. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir, bonne soirée.